En direct de Madrid. Notre invité pour les Français.press, Stéphane Vogetta. Bonjour. Bonjour. Stéphane Vogetta, jusque ce matin, vous étiez député de la 5e circonscription des Français établis hors de France. Et une décision du Conseil constitutionnel vient de vous rendre inéligible pour 1 an et de prononcer votre démission d'office de votre mandat parlementaire. C'est assez violent. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous êtes en colère contre la décision des sages ? Oui, c'est le mot. La colère. Je suis pas triste, je suis pas déçu, je suis pas déprimé. Je suis en colère. Je suis en colère parce qu'effectivement, c'est une décision qui, pour moi, est absurde, même si, bien sûr, il y a des lois, qu'elles sont connues et que la loi électorale impose notamment de faire transiter toutes les dépenses et toutes les recettes lors d'une campagne électorale, de les faire transiter par un compte bancaire ouvert à ce titre au nom d'un mandataire financier. Eh bien, moi, j'ai été mis par ma banque, par la Banque Postale, face à l'impossibilité de respecter la loi, puisqu'ils ont nécessité 5 semaines pour ouvrir le compte de campagne. Et donc, quand mon compte de campagne a été enfin ouvert par la Banque Postale, après des semaines et des semaines de dizaines de relances ubuesques, eh bien, la campagne était déjà finie. Donc, j'ai dû logiquement prendre en charge certaines dépenses. Il y a une tolérance dans la loi qui permet habituellement de prendre en charge certaines dépenses en attendant l'ouverture du compte de campagne. Mais là, ça a tellement tardé que finalement, la proportion des dépenses que j'ai dû prendre en charge est trop élevée par rapport aux règles ou à la tolérance fixée. Et donc, c'est sur cette base-là, et celle-là uniquement, que le Conseil constitutionnel a statué, sachant qu'ils ont reconnu que, par ailleurs, les dépenses et les recettes de campagne étaient totalement transparentes et connues. D'ailleurs, c'est moi qui avais intégralement financé cette campagne avec mes deniers propres. Donc voilà, je suis en colère parce que ça interrompt mon travail de député, en particulier les missions et les combats que je menais sur le numérique, sur les retraites, sur la comptabilité nationale. Et puis aussi, ça met au chômage brutalement mes collaborateurs, qui, notamment en circonscription, du fait de leur statut, n'ont aucune protection, n'ont pas droit au chômage, n'ont aucune indemnité de licenciement. Et c'est peut-être ça qui me dérange et qui m'énerve et me met le plus en colère. Pour être précis, 7 224 €, 37% des dépenses totales de votre campagne, c'est ce qu'on vous reproche. Payé directement, voilà. J'imagine, par votre compte bancaire, puisque la Banque Postale n'a pas ouvert le compte que vous Oui, ce sont des achats de billets d'avion, des achats, des paiements de nourriture dans les restaurants ou les bars dans lesquels on organisait les réunions publiques. Ce sont des paiements affiches de campagne, des paiements d'impression de bulletins. Voilà, que je n'ai... Donc des dépenses qui sont légitimes, on vous reproche juste de ne pas avoir utilisé le bon compte bancaire pour les régler. Exactement, c'est tout ce qu'on me reproche. Et alors, le Conseil constitutionnel souligne que, je cite, « Vous n'avez pas pu justifier que votre mandataire financier ait accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir l'ouverture d'un tel compte auprès d'autres établissements bancaires. » Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? On vous reproche de ne pas avoir essayé ailleurs ? On vous reproche de ne pas apporter la preuve que la Banque Postale a été défaillante ? Parce que finalement, sur le fond, on vous reproche rien. Tout ça est une histoire de forme. Écoutez, je pense que tout le monde va pouvoir juger en fait, puisque je vais publier les éléments qu'on a envoyés au Conseil constitutionnel et qui, d'une part, sur le premier point, démontrent qu'on a eu des dizaines d'allers-retours avec la Banque Postale et que les conversations avec eux étaient constamment ubuesques. Et donc, il y a eu un effort constant de notre part sur une campagne qui était très courte. On avait autre chose à faire et pourtant, c'était notre priorité numéro 1. Donc, échange constant avec la Banque Postale, mais face au manque de professionnalisme et d'efficacité de ces gens, c'est soldé sur un échec. Et deuxièmement, la loi électorale dit que on ne peut initier de procédure de demande d'ouverture d'un autre compte que si la première banque à qui on a fait la demande nous oppose un refus par écrit. Refus d'ouverture de compte par écrit. Bien sûr que non. Nous, la Banque Postale nous a toujours dit, c'est bon, dans quelques jours, ça sera débloqué. Alors dans ce cas, est-ce que vous avez une voie de recours ? Il n'y a pas de recours. Une décision du Conseil constitutionnel est sans appel. Et ces éléments-là, ils les avaient à leur disposition. Et pour être honnête, j'ai pas encore lu complètement le rendu et la décision du Conseil constitutionnel, mais si ce que vous venez de décrire ou de dénoncer est dans leur décision, je trouve ça encore plus
absurde. D'autant plus en tant qu'ancien législateur. Et justement, la loi actuelle sur les comptes de campagne, elle semble inadaptée pour les candidats aux législatives dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Et en off, tous les candidats, pour l'Amérique du Sud, Caroline Yadan, beaucoup de candidats nous ont parlé de cette problématique. Dès qu'on a commencé à faire les interviews l'an dernier sur la campagne éclair qui s'ouvrait après la dissolution, oui, on est dans la panade parce qu'il faut pouvoir engager des dépenses tout de suite, mais par contre, on a tous du mal à ouvrir des comptes. Tous les candidats de toutes les étiquettes nous l'ont dit. Vous êtes un ancien législateur maintenant, depuis quelques heures. Y a un problème, Stéphane Vojetta? Non, je pense que la loi, elle est claire, elle est nécessaire. Il faut de la transparence sur le financement des campagnes électorales, sur le financement de la vie politique. C'est nécessaire. En revanche, je pense que là, au moment de statuer sur le respect ou l'irrespect éventuel de la loi, je pense que la justice doit former une opinion quant à la bonne foi de la personne. Il y a une maxime qui dit en droit que à l'impossible, nul n'est tenu. Et moi, quand j'étais entendu par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, j'avais devant moi, je leur ai dit, moi, vous pouvez effectivement, je n'ai pas respecté la loi. Un tiers m'a placé dans l'impossibilité de respecter la loi. Mais avec tout ce que je viens de vous décrire, j'ai conclu ma plaidoirie, si vous voulez, en disant, si vous pouvez donc très bien décider que je suis coupable, d'accord? Mais en revanche, si vous décidez que je suis coupable, alors dites-moi ce que j'aurais dû faire. Parce que moi, un an après, je ne sais toujours pas ce que j'aurais pu faire de différent pour pouvoir respecter la loi. Et encore, dans votre raisonnement, vous faites fi de l'intentionnalité de violer la loi qui, normalement, doit faire partie également de la prise de décision. Effectivement. Alors, on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question, Stéphane Vojetta. Vous n'avez pas ménagé vos critiques envers Manuel Valls, le candidat soutenu par le président de la République dans cette circo, qui vous a concurrencé. Vous avez également dénoncé récemment sur nos antennes des mensonges concernant le budget de l'État, d'autres choses également. Vous ne mâchez pas vos mots, pour le dire poliment. Est-ce que cette décision du Conseil constitutionnel, selon vous, elle relève d'une logique juridique ou d'un règlement de compte politique, en tout cas d'une méthode pour essayer de vous faire taire ou de vous débrancher? Écoutez, moi je respecte la justice et le Conseil constitutionnel fait partie du système judiciaire. Maintenant, si votre question est, y a-t-il en France des gens puissants qui préféreraient, qui s'ils avaient eu un bouton sous la main pour m'éliminer du paysage politique, auraient appuyé sur ce bouton? Oui. J'ai sans aucun doute des ennemis puissants. Mais je ne sais pas, je suis incapable de vous dire si ils ont pu d'une manière ou d'une autre peser sur cette procédure. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que évidemment, de par mes combats et la manière que j'ai de les porter, il y a des gens puissants qui ne m'aiment pas, qui n'apprécient pas ma manière de faire les choses, de taper dans la fourmilière, d'être trop transparent ou de les mettre face à leurs contradictions ou à leurs mensonges. Ces gens-là préféraient que je ne sois pas député. Est-ce qu'ils ont eu un rôle dans cette décision? J'en ai aucune idée. Pour terminer, est-ce que vous serez présent sous une forme ou une autre dans cette prochaine élection législative partielle qui s'annonce donc pour les Français d'Andorre, d'Espagne, du Portugal et de Monaco? Vous êtes inéligible pour un an, comme titulaire et comme suppléant. Peut-être apporter votre soutien à un candidat? Écoutez, je verrai qui se présente. Moi, vous savez, ça fait deux élections que j'ai remportées en tant que candidat indépendant, sans le soutien ou l'investiture d'aucun parti politique. Donc, je ne me sens lié au candidat d'aucun des partis politiques qui va présenter des candidats. Après, on verra si certains des candidats se revendiquent de mon action, veulent la poursuivre et que je les trouve compatibles avec ma manière de faire les choses. Eh bien, je soutiendrai sans doute les candidats. Et puis, si personne ne me paraît intéressant ou capable d'exercer comme il se doit ce mandat de député, et c'est un mandat noble qu'il faut exercer à 100% et avec lequel, même en tant que député des Français de l'étranger, on peut et on a le devoir de tout faire pour faire bouger les choses dans le sens de nos convictions. Et bien dans ce cas-là, je ne soutiendrai personne. Très bien. Si vous me permettez une ultime question, Stéphane Vojetta, je ne sais pas si vous êtes en circonscription ou si vous étiez à l'Assemblée nationale quand vous avez appris la nouvelle, quoique c'est vendredi, plutôt au Circo normalement. Quel témoignage vous avez reçu de la part de vos collègues députés de tous bords, parce qu'on sait que les députés, ils se parlent aussi à la buvette, même s'ils partagent pas la même étiquette politique. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Ou alors, est-ce qu'on vous a déjà cloué au banc des répudiés de l'Assemblée, si je peux le dire de façon vulgaire? Non. J'étais hier soir à Séville pour une première soirée du 14 juillet, au consulat de France, avec la communauté française de Séville. Donc, ça aura été mon dernier événement en tant que député, avec l'écharpe. Et là, je suis effectivement à Madrid, en famille. C'est avec eux que j'ai appris cette nouvelle. Non, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu un nombre
innombrables de marques de soutien, notamment, mais pas que, de nombreux ministres et ex-ministres, mais énormément de députés. Forcément, du groupe auquel j'étais apparenté, avec qui je travaillais au quotidien, donc le groupe EPR. Mais aussi, j'ai reçu des appels de notamment Dominique Potier, qui est le député de ma ville d'origine, de Toul, un socialiste. Arthur Delaporte, qui s'est exprimé en public pour manifester son soutien, et puis bien d'autres. Ce que j'ai vu aussi, en revanche, c'est que les députés insoumis, en revanche, eux, systématiquement, sont dans la moquerie et s'amusent notamment du sort de mes collaborateurs, alors que justement ces collaborateurs perdent leur emploi sans aucune indemnité, ni droit au chômage. Et je trouve que ça illustre bien ce qu'est la France insoumise, à savoir des gens qui font semblant de s'intéresser aux travailleurs, mais qui en fait ne sont conduits que par la haine, finalement. Donc c'est l'occasion aussi de dévoiler les uns et les autres. On parlait tout à l'heure d'adaptation de la loi sur les comptes de campagne. Parlons de ce statut extrêmement précaire des collaborateurs parlementaires. Est-ce que c'est raisonnable de continuer d'embaucher des gens dans des conditions de travail qui sont difficiles, parce que collaborateurs parlementaires, on compte pas ses heures. Parfois, on est ballotté, on est en circo, on n'est pas en circo, on est à Paris. C'est un travail qui est difficile et à la fin, on n'a plus rien. En fait, si on est un collaborateur en France, on a un contrat de travail. C'est un CDI. Et l'année dernière, je vous rappelle que la dissolution a coûté, je crois, une 30aine de millions d'euros, dont 18 ou 19 millions d'euros d'indemnité de licenciement des collaborateurs. D'accord. En revanche, mes collaborateurs à moi en circonscription, à l'époque de la dissolution, n'avaient rien reçu, aucune indemnité et aucun droit au chômage. Alors aujourd'hui, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, m'a écrit immédiatement pour me dire sa solidarité et me demander ce qu'elle pouvait faire pour moi. Je lui ai dit, pour moi, pas grand-chose. Je ne demande rien. En revanche, pour mes collaborateurs, que l'Assemblée nationale ne m'a pas autorisé d'embaucher avec des contrats de travail et qui donc travaillent sous un statut d'autonome. Si tu peux faire quelque chose, si on peut, je sais pas s'il y a un fonds d'urgence, mais pour les aider, eh bien, c'est tout ce que je demande. Voilà. Tout ce que je demande au système, c'est au moins d'aider mes collaborateurs. Ouais, de pas les laisser sur la touche. Il y a une Braun-Pivet, c'est un soutien qu'elle vous a apporté, la présidente de l'Assemblée, ou c'est une marque d'affection, une prise de contact? C'est les deux, on se connaît bien. Avec elle est venue à Madrid avec moi récemment. On a visité ensemble les usines d'Airbus. On a fait des soirées avec les Français de l'étranger. C'est quelqu'un que j'apprécie et qui est très humaine. Et donc, c'est une marque d'affection, une marque de soutien. Elle aussi dans l'incompréhension de cette décision. Elle s'est pas exprimée là-dessus. C'est pas à moi de la faire s'exprimer sur ce sujet-là. Ouais, bien sûr. C'est le 4e personnage de l'État. Donc, mais sur le fond du dossier, effectivement, je pense que une fois passé la stupéfaction, je publierai sereinement les éléments qui permettront à chacun de juger si effectivement je suis condamnable et si effectivement il est légitime que je sois mis au pilori et condamné à être inéligible. Très bien, merci en tout cas pour ce témoignage direct, et puis pour le coup à chaud aussi, c'est pas évident. On vous souhaite évidemment un bon week-end, une bonne fête du 14 juillet en famille et malgré tout, Stéphane Vogetta. Merci à vous, bonne journée. En direct de Madrid.